Je vous présente Martine Charrois, juste à côté de moi. Donc Martine Frison-Roche de son nom de jeune fille, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour venir parler de son père et du livre qu'on vient de sortir, qui a été réalisé grâce à Catherine Queneau, que peut-être pas mal de gens connaissent chez nous aussi, qui a beaucoup travaillé chez nous comme illustratrice et qui est une spécialiste, on va dire, aussi un peu de Roger Frison-Roche, et qui a participé aussi à l'exposition que vous pouvez voir à Chamonix en ce moment devant l'église. L'Office du tourisme. L'Office du tourisme. Je suis ravie d'être parmi vous et de voir autant de monde là pour cette lecture. Ça prouve que mon père est toujours là, bien présent dans les mémoires. Je veux dire un petit mot, Catherine, sur le petit livre. On peut dire déjà ce livre, les gens nous réclament tous Premier de cordée, qu'on avait avant en grand, en rouge, en beau toilé. Donc on peut dire quand même deux petits mots, c'est qu'on... Enfin tu peux le dire d'ailleurs. En fait, oui, ça fait, avec les éditions Guérin et d'autres organismes, ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre en valeur le papa de Martine. Et chez Guérin, on avait commencé juste avant sa disparition par éditer Le Versant du Soleil, son autobiographie, qui était devenue 2 volumes rouges très gros et avec toutes les images possibles, grâce à l'ouverture des archives de la famille que j'avais eu la chance d'explorer. Donc ça c'était en 98 et pour l'anniversaire, pour les 10 ans de la mort de Frison, on avait réédité Premier de cordée en version illustrée. Donc j'avais retrouvé les vrais personnages, les vrais lieux, les vraies actions, mais ces 2 ouvrages sont épuisés et on ne peut pas arracher les droits. Voilà. Enfin, on nous autorise pas à arracher les droits. Voilà. Sinon, Donc, on l'aurait fait. Donc, pour les 20 ans de la disparition de Frison, on s'était dit que ce serait bien de trouver une idée. Et comme Frison-Roche était au départ un reporter, on est retourné, toujours grâce aux archives de Martine et de la famille, retourné dans ses premiers reportages. Et on a composé, avec Stéphanie Tizy, qui travaille ici, qui est éditrice, on a composé un recueil de morceaux choisis, comme un retour aux sources de ses écrits, autant comme journaliste dans les années 20, 30, 50, et également des discours qu'il a pu faire oralement, mais qu'on ne trouvait pas par écrit. Et des hommages à certains de ses grands amis guides, des grandes figures de l'alpinisme chamonixien. Voilà. Et pour vous dire comment ça s'est passé, Martine, qui n'était pas à Chamonix à ce moment-là, suivait de loin l'affaire et on lui avait demandé bien sûr de faire une préface. Et un jour elle me téléphone, elle me dit « Mais Catherine, qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans ce livre. » Et je lui dis, fais à ton idée. Et elle a fait un texte magnifique parce qu'elle a trouvé l'idée de s'adresser à son père. Donc c'est un avant-propos que je vous recommanderais de lire, qui est très très émouvant. Voilà. Merci. Et moi je vais commencer juste la lecture par un interview qu'il avait accordé à Jacques Chancel, où il parle de sa vie. Il se raconte. Je m'appelle Frison-Roche. J'ai supprimé le prénom parce que j'avais déjà 2 noms. Ça faisait long sur les couvertures de livres. La plupart des gens disent Frison. Je suis née le 10 février 1906 à Paris, à l'entresol de la maison qui existe toujours près de la place des Saussets. J'y suis retournée pendant la guerre quand la Gestapo m'a conduit dans leur bureau situé juste au-dessus. J'ai regardé et je me suis dit, tu es né là, mais tu ne sais pas où tu iras maintenant. Mes parents étaient restaurateurs. Grâce aux photos de famille, j'ai pu imaginer leur vie au début du siècle. Rue Roch-Képine, autour des luxueux hôtels particuliers du faubourg Saint-Honoré, avec leurs jardins splendides, rivalisaient de beauté avec ceux du faubourg Saint-Germain. Le ministère de l'Intérieur était de l'autre côté du boulevard et ses petits fonctionnaires constituaient, avec les gens de maison, la clientèle de mes parents. Je ne me souviens pas de tout ça. C'est ma mère qui m'a raconté plus tard. À cette époque, mes parents ne pouvaient pas s'occuper d'enfants en bas âge. Toute ma famille était dans le Beaufortin, alors ils m'ont envoyé là-bas en nourrice.
chez une paysanne d'Arèche. Oui, donc mon père donc est né à Paris. Paris, et quand on voulait se moquer de lui, on lui disait tu es un Parisien. C'était pour lui la suprême insulte, parce que pour lui il n'était que savoyard et pour lui c'était Beaufort. Et en fait il était tout petit à Beaufort, mais comme on faisait beaucoup à l'époque, il était en nourrice. Donc Arèche, ceux qui connaissent, c'est un petit village qui est perché après Beaufort, qui est sur des pentes bien raides, voilà, et qui est très joli aussi. Et après, il y allait tous les ans, et c'était aux vacances, c'était un petit garçon qui allait, c'était le bonheur pour lui, parce qu'il était enfermé à Paris. Et là-bas, il se retrouvait dans les alpages tout l'été avec les vaches. Il adorait ça. Et c'était, je pense, sa rencontre déjà, sa première rencontre avec la montagne. À l'adolescence, je regardais avec envie la stèle funéraire de Whymper à Chamonix, où il est écrit « auteur, explorateur, montagnard ». Et je me disais que ça définissait bien ce que je voulais faire de ma vie. En apparence, mon itinéraire peut donner l'impression d'être décousu, mais la montagne m'a conduit au désert. Le désert à la littérature, le journalisme m'a tout à la fois confronté à la guerre et impliqué dans des reportages étonnants. Je faisais la locale à Chamonix, puis j'ai suivi les sports, le ski notamment. Et en parallèle, je couvrais les grandes affaires qui se passaient dans la région, comme l'affaire Stavinsky. Le Sahara et le Grand Nord sont venus plus tard. En fait, je n'ai pas de métier. Je ne sais pas ce que je suis, écrivain, moniteur de ski, guide ou bien esthète. C'est finalement assez agréable d'être tout ça à la fois. Oui, il avait 1000 talents, sans avoir fait d'études, puisqu'il a terminé, il est allé jusqu'au niveau de 3e. Et il avait tout d'abord ce talent de l'écriture qui est naturel, et qui est venu et qui lui a permis de réaliser tout ça. Et en même temps, il avait cette joie de vivre et ce goût de l'aventure qui l'a emmené un peu partout dans le monde. Et il adorait ça. Et toute sa vie, tout ce qu'il écrivait, c'était très beau, même à la fin de sa vie. Moi, je me souviens, il y avait une petite exposition à la maison des guides, au bureau des guides. Et là, il y avait des très jolies aquarelles, il y avait une très jolie exposition. Et donc, il avait laissé, il était âgé, il devait avoir déjà 91 ans ou 92 ans. Il avait laissé une dédicace, mais vraiment très belle, sur ce livre d'or personnel, parce que pour lui, ça venait naturellement, un don pour l'écriture. Et l'observation, en fait. Hein. L'observation, ouais. Et il se nourrissait, quoi, de ce qu'il faisait dans la vie, tout ce qu'il faisait. Après, il arrivait à le porter dans ses livres. Ouais. Alors, maintenant, on va arriver à son œuvre majeure. Je n'avais pas vocation à devenir écrivain. Le succès de Premier de Cordée a donc été inattendu pour moi. J'ai écrit ce texte non comme un livre, mais comme un feuilleton. En 1940, au cours de l'armistice, j'étais de retour à Alger. C'était une période très sombre, avec une jeunesse complètement démoralisée. Il fallait agir. Mon patron, à la dépêche algérienne, m'a alors dit « Vous êtes un montagnard, vous avez de l'influence, vous ne voulez pas écrire pour eux ? Parlez-leur de la montagne, peut-être que ça les aidera. » J'ai alors eu l'idée de faire un roman. J'ai rédigé une quinzaine de pages à la machine à écrire, indiqué roman, et ajouté au titre Premier de Cordée, que je voyais comme un idéal. Puis j'ai rendu ma copie sans plus de formalité, et le lendemain matin, oh là là, il y a plein de pages. Et le lendemain matin, en ouvrant le journal, j'ai découvert une page entière consacrée à mes 15 feuillets. En petits caractères, en bas de la dernière colonne, il était indiqué « à suivre ». J'ai continué tous les jours pendant un mois. C'est finalement le roman que j'ai mis le moins de temps à écrire. J'écrivais le jour et je corrigeais les épreuves le soir sur le marbre. Oui, alors, ça, il l'a raconté souvent. Il y a quand même pas mal de personnes qui doivent commencer à connaître cette histoire. Par contre, avec ce livre, vous pourrez retourner à la source parce que
en 1941, bien sûr, il a écrit premier de cordée à toute vitesse, c'est vrai, mais dès 1923-24, à son arrivée à Chamonix, il a tout de suite été reporter au Petit Dauphinois, ou même pour d'autres journaux. Et en 1929, donc c'était quand même beaucoup d'années avant premier de cordée, il a écrit un article très long pour l'illustrer de la France et des colonies. On se demande comment il était arrivé là. Et il décrit minutieusement la vie de Chamonix avec un enthousiasme vraiment communicatif. C'est comme une promotion de la ville. D'ailleurs, il avait travaillé à l'Office du tourisme déjà à l'époque, depuis très longtemps. Et il raconte la vie quotidienne, mais Chamonix l'été, avec toute la beauté de ses textes pour raconter ça, Chamonix l'hiver. Et donc, je le soupçonne d'avoir en 1941 déjà pas mal de feuillets dans la tête. Je vais lire un passage justement sur Chamonix. En fait, Chamonix qu'il adorait quand même, il faut le dire. Il est arrivé en quelle année à Chamonix? Il est arrivé en 23. En 23, et il avait 17 ans. Ouais. Et en 1924, les Jeux Olympiques, les premiers Jeux d'hiver, couplés avec les Jeux de Paris, les Jeux Olympiques de Paris. À 21 ans, il était secrétaire pour les premiers Jeux Olympiques. 18 même. Oui. C'est incroyable, hein, comment ça s'appelle. Parmi les joyaux que la France offre aux touristes du monde entier, Chamonix est l'un des plus beaux. De très longue date, célèbre comme centre d'estivage, elle est en outre la plus ancienne station française de sport d'hiver et s'aligne à l'heure actuelle à pied d'égalité avec les plus célèbres centres suisses. Pour bien comprendre sa renommée, il est nécessaire de passer en revue ses installations d'été et d'hiver. Je vais un peu plus loin parce que c'est très long. Et tandis que vous traversez la ville, vous avez déjà un aperçu de la vie sportive. Traîné par un cheval fougueux, un skieur passe à grande allure. Là, une chenille remorque comme une longue traîne, bigarrée une cinquantaine de luges, longue queue serpentine et animée d'où fusent des éclats de rire et des cris de joie. Si vous le voulez bien, allons faire un petit tour au stade olympique. Là encore, surprise. La patinoire est comme un immense miroir, tout baigné de lumière. Patineurs et patineuses vont, viennent et tourbillonnent, heureux de vivre, exaltants de joie sous les rayons ardents de Phébus, tandis que nostalgique et douce, une valse viennoise rythme harmonieusement les mouvements gracieux. Tout autour, sur la piste de course, les patineurs de vitesse tournent inlassablement, le corps gainé dans les maillots noirs qui mettent en valeur leur torse musclé d'athlète. Hélas, arrachez-vous à ces douceurs, noblesse oblige, nous ne pouvons passer la journée sans filer rendre visite au fameux tremplin olympique du Mont, où justement se déroule un concours. Rapidement, les traîneaux glissent sur la route. L'air est empli du son des grelots et des clochettes des chevaux. La neige voltige sous les sabots en paillettes irisées. Sur les 4 kilomètres qui séparent Chamonix du tremplin, l'animation est grande. Traîneaux, chenilles, lugeurs en tailing derrière un cheval. Skieurs, piétons même se suivent sans interruption. Tout autour du tremplin, la foule s'installe. La piste est une trouée blanche entre les barrières humaines. Incroyable. Ça a changé, hein? Mais quel sens de la description? On entend la musique, on voit, il y a les couleurs, il y a tout. Et du coup, pour illustrer cet article, on a des photos des photographes contemporains. Ça, c'était pas dans les collections Frison Roche, mais vous trouverez des photos Guécoutet ou Terraz qui, on dirait qu'ils regardent les photos pour raconter son texte, quoi. Mais en fait, non, il le vit de l'intérieur. Il a connu les belles années. Hein, oui, et puis alors, je crois qu'il a touché un petit peu à tout, mais au niveau des sports, je ne parle pas de son métier de guide, mais en tant que skieur, il était, je crois, il a été le numéro 1 de l'école de ski, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Et alors le ski de fond. Le premier diplôme, ah oui. Oui, le premier. Il a le ski de fond, le saut, il en a fait, le bob aussi, le ski joring. Il adorait tout en fait, des sports de glisse. Et quand il est arrivé, enfin à 17 ans, il n'avait jamais fait de ski de sa vie,
il n'a jamais pris de leçons, puisque c'est lui après, c'était tout très naturel. Je pense qu'il avait un style bien à lui, qui n'était pas... Je vois derrière là-bas Bernard Prudhomme, il a dû voir skier papa. Et il doit se rappeler son style qui était très efficace. Mais... En plus, il avait un style athlétique, il était grand, élancé. Il était très maigre, très grand, très fin. Donc on l'appelait le grand sifflet. Et surtout, quand même à l'époque, les hommes étaient moins grands que maintenant. Donc lui, il détonnait un petit peu parce qu'il était quand même assez grand. Voilà, et puis très basse. Donc il était heureux de goûter à tout. Voilà, on peut dire que c'est ça. Donc il a profité de ces Jeux Olympiques à fond en tant que... pour aider, quoi, pour travailler dessus, et participer, et puis il adorait ça, quoi. Il était communicatif, je pense, et puis très gai surtout, il aimait la fête, il aimait chanter, il aimait... et pour ça que les Chamonniards vraiment l'ont adopté très vite. C'était un peu leur mascotte, parce qu'il était très jeune. Et en plus, il parlait plusieurs langues déjà pour l'époque. Alors il baragouinait plusieurs langues. Il était capable de s'exprimer. Mais il s'exprimait, mais sans complexe, et il se faisait très bien comprendre, ce qui était quand même pas courant dans la vallée, on n'en parlait pas du tout les langues étrangères. Alors, juste une petite aparté, puisque Martine, tu as repéré Bernard Prudhomme qui s'était bien gardé de se dresser avec sa taille normale. Et je ne l'avais pas vu. Pas vu. Donc Bernard Prudhomme a fait une petite préface à notre demande pour ce petit livre, parce que, enfin, une des raisons, c'est qu'il a bien connu Frison-Roche, et une autre raison, c'est que, comme je vous disais, que les articles sur Chamonix étaient comme la promotion de Chamonix, Bernard a été directeur de l'Office du tourisme pendant, je ne sais plus, X années. Quelques années. Et ils en avaient discuté ensemble au moment où il devait accepter ou non ce poste. Il en avait discuté avec Frison-Roche. Et c'est pour ça qu'il évoque ce souvenir en début de livre. Et on dit aussi que Bernard était président de la compagnie des guides et que Frison-Roche était aussi guide. Oui, aussi. Donc, et du coup, on va rebondir sur le métier de guide. L'alpinisme est non seulement une passion, mais aussi un sport dans le sens le plus anglais du mot. Il ne suffit pas d'aimer la montagne pour pouvoir la gravir. La technique alpine ne consiste pas seulement en l'art de pitonner, c'est toute une séance qui s'apprend tout comme on apprend à aller en ski. Elle a progressé tout comme la technique du ski il y a 15 ans. On mettait 2 heures pour descendre 800 mètres de dénivellation. Actuellement, on met entre 5 et 6 minutes sans courir plus de risques. Distinguons tout d'abord l'escalade pure, le rocher. Le débutant devra partir sur d'excellents principes. On devra lui apprendre à trouver des prises, à pratiquer l'opposition. Il devra savoir que pour chercher une prise, il ne faut jamais regarder plus haut que la ligne des yeux, qu'un simple appui de pied vaut mieux qu'une solide prise de main. Le professeur lui enseignera à grimper en souplesse de façon à économiser ses forces. Ensuite, il lui apprendra l'art de l'assurance. L'assurance directe dans les rochers faciles, l'assurance par piton dans les plaques où rien ne permettrait d'enrayer une chute. Le débutant devra se fourrer dans la tête qu'un piton bien posé ne doit jamais faciliter l'ascension, mais toujours enrayer une chute. Enfin, le rappel et ses nombreuses possibilités, la pose des anneaux de corde, l'art et la manière de plier les cordes, de faire des nœuds d'attache, de placer un rappel, continueront la progression. Donc ça, c'est un article qu'il a écrit en 32. En 32, pour le Club Alpin. Voilà, en 32, il était guide depuis 2 ans seulement. Et il avait réussi à intégrer la compagnie des guides, ce qui était son rêve. Et comme l'a dit Martine, il a été parrainé par les grands de l'époque, Armand Charlet, Alfred Côté-Champion. Vous trouverez aussi un éloge au milieu de ses textes, parce que grâce à sa débrouillardise, sa sympathie, il avait plu à ces cadors de l'époque.
Et il était devenu guide en 1930. Et parallèlement, comme il continuait à écrire des articles sans arrêt, eh bien, il écrivait sur la technique, sur le secours, sur ce qui se passait dans l'Alpe. Je demande juste s'ils peuvent ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à faire super chaud, on est vachement nombreux. Puis comme il n'y a plus la musique, là on peut ouvrir la fenêtre. Respirons un peu, l'air pur de nos montagnes. Merci. Et donc là aussi il s'exprimait par rapport au piton, au pitonnage, parce que c'était le début d'une polémique et à chaque fois il disait ce qu'il faut. Mais merci. non, moi je veux dire que papa a été mon guide puisque j'ai eu la chance, j'étais la dernière, mon frère et ma soeur étaient partis et donc il exerçait plus son métier de guide. Mais bon, j'ai fait énormément de montagnes avec lui. De l'âge de 13 ans jusqu'à mon mariage, après mon mariage. Quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais mon guide particulier, mais il avait ses méthodes à lui quand même. Hein. Il n'était pas un guide très sûr, il avait le sens de l'itinéraire d'abord, et débrouillard. Mais derrière, il fallait suivre. Ah, il fallait suivre. C'est pas un guide patient alors. C'était pas. Il fallait passer. Il fallait passer. Il a dégoûté ma mère. Ah, ouais. Il a dégoûté ma mère. Tous les guides des. En général, c'est assez facile. Voilà. Alors, entre autres, je crois qu'ils étaient. Je sais plus si c'était fiancés ou mariés, je peux pas le dire. Ils sont partis faire les petits Charmozes, pour ceux qui sont à Chamonix. Il a traversé des petits Charmozes, et puis, qu'est-ce que vous voulez, maman était de Chamonix, bien sûr, mais elle n'avait jamais fait de montagne presque. Et donc, il y a eu un passage, quand on est sur la vire derrière qui domine la mer de glace, c'est un petit peu impressionnant, il y a du vide, etc. Elle n'a pas voulu passer. Elle, c'était non. Et il a dit, tu passeras? Non, non, non. Tu ne vas pas passer? Non. Elle avait son opinel, elle a sorti son opinel, attention, moi je vais couper la corde. Là, elle a fait demi-tour. Mais elle, du coup, elle a fait un peu de montagne après, mais plus jamais d'escalade, plus jamais. Voilà, alors c'était tout ou rien. C'était merveilleux. Et puis alors, moi je l'ai trouvé formidable, c'était pour toutes les courses mixtes où on marche, en fait on ne s'assure pas vraiment autour d'un béquet, on monte et on a les anneaux de corde à la main, mais il était vraiment très sûr, on se sentait en sécurité. Puis son sens de l'itinéraire, je l'ai vu dans des endroits incroyables où il se retrouvait, c'était formidable. J'ai eu de la chance. Et quels étaient ses compagnons de cordée? En fait, non, mais ce qu'on faisait souvent à l'époque, enfin moi quand je faisais des courses avec papa, ce qu'on faisait, comme il était guide, il avait plein de copains chez les guides, il demandait les conditions, on avait toujours des conditions top, enfin des courses parce qu'il avait tous les tuyaux, ouais. Et il avait un copain qui partait avec un client, parfois ça peut être en Suisse ou en Italie, et donc nous on partait avec notre propre cordée mais avec eux. D'accord. Et c'est toujours très aidant d'avoir une deuxième cordée parce que c'était pas si fréquenté que ça, quand même les sommets à l'époque. Et donc c'est pas de portable, rien. Donc c'est quand même agréable d'être à deux cordées, chacun pour soi, bien entendu, mais on savait que quelqu'un pouvait venir et donner un coup de main. Voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup de très belles courses avec lui. Chouette. On va passer au cinéma. Tu veux dire quelque chose avant? Au cinéma? Il a fait beaucoup de choses au cinéma. Oui, alors oui. En 1933, il participe à un film qui s'appelle 3 vies et une corde, tourné par Henri Storck, un réalisateur de documentaire belge, qui vient à Chamonix et qui cherche une équipe. Évidemment, Frison est tout de suite là. Georges Terraz sera l'opérateur, fameux photographe, Eugénie, avec qui ils étaient très amis, non seulement parce que Georges Terraz était photographe, mais aussi parce qu'il était guide. Et les voilà partis sur ce tournage avec un réalisateur au profil pour le moins curieux. Storck, je vous l'ai dit, n'avait jamais mis les pieds en montagne.
Il voyait par conséquent tout avec un étonnement profond. Le plus petit ruisselet de fusion sur la mer de glace attirait son attention. Si nous l'avions écouté, nous y serions encore. D'ailleurs, son scénario fut basé entièrement sur son initiation personnelle à la montagne. C'est ainsi qu'au cours d'une reconnaissance préalable, et comme nous remontions le couloir puisieux, assez raide par endroits, il dérapa dans les marches que je venais de tailler, glissa à bout de corde et entraîna Terrasse qui n'avait pas pu résister à la secousse. Heureusement, connaissant mon débutant, j'avais pris mes précautions et les deux fuyards furent arrêtés à bout de corde par une boucle morte autour de mon piolet figé dans la neige dure. Quand il reprit ses esprits, et tandis que Terrasse se fâchait, Stork sortit son calepin et nota simplement « Glissade, sensation exquise, très spectaculaire, à mettre dans le scénario », puis continua à monter dans sa sublime inconscience. Inconscient, Stork le fut jusqu'à la fin du film. Ce diable d'homme, par une déformation personnelle, ne voyait que cinéma, ne parlait que cinéma et transposait tout sur le plan du spectateur. Désireux d'avoir une avalanche et peu satisfait d'une maigre coulée que nous avions réalisée, il nous exaspéra un jour à tel point que nous résolûmes de faire partir une belle coulée. La pente choisie fut la plus raide côté du glacier du Mont-Malais. L'un des porteurs, Alfred Payot et moi-même, devions la couper en ski à son sommet afin de déclencher l'avalanche. La neige était lourde, molle et dangereuse, exactement ce qu'il nous fallait. Stork et le reste de la troupe allèrent se placer sur un léger replat au bas de la pente où ils pensaient que la coulée s'arrêterait. Puis il nous cria « Et je veux une coulée qui s'arrête là, vous m'entendez, là, à 50 cm de l'appareil de prise de vue. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est pas. Eh ben, elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est pas arrêtée là. Bah, je peux continuer. Gagné par le feu sacré, Terrasse pointa son appareil et solidement assujetti sur les pieds. L'un des porteurs avait sur son dos la batterie reliée à l'appareil, un autre surveillait tout à la corde. Au signal convenu, nous nous élancions, mais Payot, qui était parti un peu plus haut que moi, déclenche instantanément une coulée qui prend des proportions inquiétantes, recouvre mes skis et m'entraîne. Un réflexe me fait piquer droit dans la pente, gagnant de vitesse sur l'avalanche, je me mets en lieu sûr. La coulée est belle, Stork exulte, mais subitement, tout le restant de la pente se détache et une masse de neige arrive droit sur la troupe, renverse Terrasse qui a tourné jusqu'au bout, culbute metteur en scène et assistant et traîne tout le matériel sur 20 à 30 mètres. Heureusement, tout s'arrête naturellement. Voilà, et les gens qui achetaient le Petit Dauphinois en août 1933 ont bien dû s'amuser en lisant cette histoire. En lisant cette histoire et chaque fois qu'ils racontent, que ce soit là, ce sont des éléments, enfin des événements un peu comiques, mais quand il raconte plus loin, plus tard, comment ses amis ont construit le premier téléphérique de l'Aiguille du Midi, c'est pour leur rendre hommage, parce que c'était très dangereux leur métier, et à chaque fois, ils montrent ce que font, ce que réalisent ceux qui font, pas seulement ceux qui décident, et c'est les chefs, quoi. Ils s'attachent toujours, et puis ils sont tous des copains, donc il aime bien décrire la vie exceptionnelle de ces gens-là, autant que la chasse aux chamois dans le Haut-Faucigny. C'est un article très long qu'on a coupé un peu tellement il était long, où il part en disant eh ben moi je veux pas tuer d'animaux, donc j'aurai que mon appareil photo, les autres le grondent parce qu'il n'a pas de fusil, enfin tout ça c'est toujours très 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 vivant. Un petit... Non. sur les films, il a fait beaucoup de films quand même, hein. Il a participé à pas mal de tournages. Oui, beaucoup de films, ne serait-ce que les films du Sahara, les films du Grand Nord canadien, avec Pierre Terrasse, hein, Georges, après Pierre, il y en a eu pas mal. Alors ce qui est très dommage, c'est que ces films, qui sont magnifiques, hein, qu'on a encore, n'étaient pas, comment, il n'y avait pas de son muet. C'était muet. Et donc, parce que c'était des films à l'époque qu'on présentait en conférence,
tous les circuits de conférences classiques, de connaissances du monde. Et donc, papa était un merveilleux conférencier d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas une conférence qui ressemblait à la suivante. Il inventait toujours de nouvelles choses en regardant le film. C'était très animé. Mais par contre, c'est tellement dommage parce que on ne l'a jamais enregistré, ces conférences qui étaient passionnantes. Et là, maintenant, on a toujours le film, mais il faudrait les commenter, les mettre sur musique. Enfin, c'est tout c'est énorme. Mais c'est tellement dommage parce que on a du mal à comprendre ça quand on voit les moyens de communication actuels, où en photographie, on enregistre n'importe quoi, et qu'on est même, il n'a jamais été, je crois qu'il a été enregistré une fois à Genève. J'ai une piste, mais... On a une piste, mais on n'a jamais réussi à l'avoir. Enfin, on sait que pour l'instant, non. Donc il y a encore des choses à découvrir, c'est chouette ça. Peut-être, voilà. Mais ces films, tous, en tant que films, sont vraiment très très beaux. Comprenez Le Grand Désert, c'est plein de poésie. La Nani, la rivière qui descend chez les Indiens, ou alors à traîneau chez les Esquimaux. Enfin, c'est vraiment... tout ça, c'est très très poétique quand on voit ça. Et on voit la façon de vivre des gens surtout. Bien sûr. Mais nous, on se centre un peu avec le livre sur Chamonix et la montagne et les guides. Il s'est retrouvé quand même sur le tournage de Premier de Cordée en 1943. Ouais. Après un épisode, ça a été tourné pendant la guerre, tout comme Premier de Cordée a été écrit pendant la guerre, le film 2 ans après a été tourné par André Daquin. Et Frison Roche était, à ce moment-là, il était correspondant de guerre en 1942 sur le front tunisien, puisqu'il travaillait toujours pour la dépêche algérienne. Pour raconter en 2 minutes pourquoi ils étaient là-bas, c'est parce qu'en 1935, il est parti comme guide avec la première expédition française alpine au Sahara, choisie par le capitaine Koch à l'époque, et il est tombé amoureux du désert. Ils ont fait des belles premières, la Guéret El Genoun, d'autres sommets du Hogar, et c'est pour ça qu'en 1938, il en avait un peu assez de Chamonix. Il est embarqué, femme et enfants, à Alger et s'est retrouvé comme journaliste à la dépêche algérienne. Donc, je reviens en 1942, il était correspondant de guerre auprès des Alliés sur le front tunisien. Il a été capturé par les Allemands, il a été transféré à Naples dans un cachot, il a failli mourir, il était menacé de mort. Ensuite transféré à Paris, puis à Vichy, et puis là, grâce à des complicités, il a réussi, enfin des complicités ou un échange, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, lui-même ne le sait pas vraiment, et il s'est échappé et il s'est retrouvé sur le tournage de Premier de Cordée à Chamonix en août 1943, à l'abri, recherché, et voilà, donc pour finir sur le cinéma, il s'est retrouvé conseiller technique improvisé auprès de Louis Daquin, Louis Daquin, pendant tout l'été 1943. Mais il avait à cœur quand même de transmettre sa passion de la montagne et il continue à écrire sur la montagne. Le grand public ne connaît guère de la montagne que les accidents qui s'y rapportent, étalés en manchette dans les journaux. L'Alpe, homicide. Et lorsque timidement, avant de partir en vacances, le jeune homme sollicite de ses parents l'autorisation d'aller passer celle-ci en montagne, il se voit répondre avec fermeté « Non, mon petit, nous t'aimons trop pour te perdre, nous irons à la mer. » Et pourtant, l'alpinisme raisonnablement pratiqué forme une jeunesse forte, énergique, calme, parfaitement équilibrée au moral et au physique. Les dangers, ils existent, mais il suffit de les connaître et de s'entraîner à les surmonter. On ne devient pas alpiniste du jour au lendemain. Il faut même des années pour devenir chef de cordée. La solution, la meilleure, est évidemment de prendre un guide. C'est l'assurance à peu près formelle d'éviter l'accident et de limiter les risques aux seuls dangers presque imprévisibles de la montagne. Chute de pierres intempestives, mauvais temps subis, etc. Mais obliger nos jeunes gens à prendre des guides est presque impossible. Un guide coûte cher et les budgets de la jeunesse française sont très limités. Seules les familles fortunées peuvent se payer ce luxe nécessaire. Alors jusqu'à présent, les jeunes ont appris tout seuls. L'expérience de la montagne, ils l'ont acquise petit à petit,
en surmontant des risques qu'ils ignoraient. Certains y ont laissé la vie. Les autres, ayant dépassé le stade de la témérité, sont devenus à leur tour de magnifiques leaders. Il y a donc une question absolument importante à résoudre si l'on veut que toute la jeunesse française, quelle que soit sa condition sociale et son état de fortune, puisse faire de l'alpinisme. Il faut tout d'abord développer les écoles d'alpinisme, que j'ai eu l'honneur avec mon ami André Ledoux de créer à Chamonix il y a 2 ans. À l'école d'alpinisme, le néophyte apprendra sans trop de frais la technique de la glace et du rocher, et il sera déjà paré pour une ascension plus difficile. L'alpinisme est mieux qu'un sport. On dit qu'il faut pour le pratiquer un cœur bien trempé, il faut ensuite s'attaquer aux difficultés et les vaincre. Il faut savoir renoncer à temps. C'est presque la propagande qu'il fait quand même. Oui. Mais cet article a été écrit dans Match en 1936. Match qui était déjà un Avant magazine. Oui, il n'y avait pas Paris Match, c'était Match. Tout ça. Bon, dans la suite de l'article, on sent qu'il n'a pas mesuré tout à fait ce qui se passait en Europe à l'époque, en 1936. Il cherche parce qu'il dit, prenons exemple sur... c'est pour ça que c'est intéressant ce retour aux sources, parce que prenez en exemple l'Allemagne et l'Italie qui emmènent les jeunes par train entier grimper dans les montagnes, ok, mais bon, on sait ce qui s'est passé après, quoi. Donc, mais bon, ça c'est son enthousiasme, son côté qu'il a reconnu lui-même quelquefois, un côté presque naïf, de penser que tout le monde n'avait que des bonnes intentions. Voilà. Non, puis je pense qu'il avait foi en l'homme de toute façon. Oui, puis c'était un enthousiasme. Donc, quand il aimait les choses, il y allait carrément. Je pense que au niveau politique, je rebondis un petit peu là-dessus, c'est qu'il n'a jamais voulu s'engager sur le plan politique. Parce qu'il y a eu, même jusqu'à un moment où il était quand même très... Toute sa vie, il était connu, célèbre, mais dans la villa de Chamonix, il représentait beaucoup, et tout le monde le poussait de présenter pour être maire, etc. Et il a eu la sagesse, moi je trouve, de dire non, moi c'est pas mon travail. Parce que j'aime les gens de la vallée, je ne serai peut-être pas un bon gestionnaire, je ne suis pas fait pour ça. Et il avait refusé de rentrer là-dedans, vous voyez, parce qu'il se connaissait, en fait il se connaissait bien, il savait que ce n'était pas pour lui, qu'il aurait eu des contraintes, qu'il aurait été sollicité, et ça je pense qu'il ne supportait pas bien. Et donc c'était son côté politique. C'est passé un petit peu, bon, bien que ce soit pas un rapport avec ça, mais sur le plan politique, quand nous avons quitté l'Algérie en 1955, juin 1955, les événements d'Algérie avaient démarré en 1954, automne 1954. Bon. Lui était journaliste et il était vraiment pas du tout... on avait plein d'amis pieds noirs, tout ça, on était dans ce milieu, tout, mais il n'était pas du tout Algérie française, si vous voulez. Il était très... Pourquoi ? Parce qu'il connaissait les Arabes, il allait dans le sud, il allait dans les montagnes aussi, il les connaissait et il les comprenait, il se rendait compte qu'on allait à une catastrophe. Et il n'a pas voulu voir ça en fait. Donc il est parti très tôt, il a quitté l'Algérie. C'est à cause de ça qu'on est parti d'Algérie, qu'on est rentré sur Nice. Et ça a été très dur, parce que c'était vraiment 17 ans qu'il laissait derrière lui, avec tous les amis, tout ça, les gens qui se partageaient à l'époque, il y avait même de la famille qui était encore là-bas, Et finalement, ça a été son choix, parce que c'est pareil, il voulait rester libre, je pense. Libre de penser et de faire ce qu'il voulait. Pas choisir non plus un côté ou l'autre. Par contre, il s'est engagé dans la Seconde Guerre quand même. Oui, là, non, oui, tout à fait. Là, il s'est engagé. Et puis en plus, c'était dans son coin, c'était dans le Beaufortin, donc il
était en résistance là-dedans et connaît tout. Il le raconte dans son très beau livre sur les montagnards de la nuit, parce qu'il est un livre qui est très abouti sur le plan de l'écriture, qui est beaucoup moins connu, mais c'est le livre justement de la résistance en Beaufortin. C'est un roman, hein, mais qui est tout. C'est comme Premier de Cordée, on reconnaît les gens, les noms, c'est pour ceux qui l'ont lu, on reconnaît plein de choses, les lieux où ça s'est passé, mais c'est bien engagé. Mais maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une éminente personnalité chamonniarde avec nous. En plus, il y a deux petites filles de Frison Roche. En plus, il y a toute la famille. Martine, qui sont juste devant Bernard. Moi, je voulais juste que Martine dise un petit mot, parce que moi, à la boutique, je reçois énormément de gens, ils sont tous de la famille de Frison Roche. C'est dingue, hein. Mais je vous assure, hein. Ils s'appellent tous Frison Roche. Mais alors, oui, alors c'est vraiment pas... peut-être en remontant très loin. Mais nous, la branche de mon père, malheureusement, c'est fini. Notre branche. Il était fils unique? Non, il a eu deux frères, un qui est mort à 1 an ou 2 ans, et le deuxième qui est mort à 18 ans, c'était son frère aîné de tuberculose. Donc il est resté fils unique. Là-dessus, mon père, nous étions 3, il y avait mon frère Jean qui s'est tué à 24 ans, pilote d'aviation. Et ma sœur Danielle, qui est morte de maladie plusieurs années après. Donc, le nom de Frison Roche, si vous voulez, bon, on aurait pu le mettre, si vous voulez, des petits-enfants auraient pu le prendre s'ils avaient voulu, ils pouvaient, mais il n'a pas été pris. Et donc, du coup, nous, non, notre branche est finie, Frison Roche. Alors, il y a des cousins. On a plutôt des cousins chez les Bombardions, on a des cousins à Beaufort, oui, c'est ça. Mais des cousins Frison Roche, j'en ai pas, en fait. Donc les gens qui s'appellent Frison Roche, c'est parce que c'est originaire. J'ai quand même une Béatrice qui est ma nièce, donc la petite fille Munier, qui n'est pas là, qui est accompagnatrice en montagne. Bon, qui fait des tours du Mont Blanc, etc. Donc elle rencontre un jour une autre jeune femme accompagnatrice, pas de la vallée, d'une autre vallée, et elle se présente comme une cousine de mon père, d'une de nos cousines, etc. Elle ne savait pas que Béatrice était la petite fille, bon. Mais c'était humain, quoi. Voilà l'histoire. Et il y en a beaucoup. Mais bon, il y en a beaucoup des Frison Roche, hein. Il y en a énormément. Oui, hein. Il y en a à Salanches, il y en a beaucoup, Mais c'est pas du tout notre... nous, malheureusement, c'est fini. Le nom. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux juste ajouter au niveau Il est des... revenu à Chamonix à quelle époque? Ah oui, alors il est revenu à Chamonix, il a vécu, en fait il est arrivé à 17 ans, il y a vécu jusqu'à l'Algérie, c'est ça? Oui, c'est ça, il était à Chamonix. Et après vous dites que vous êtes revenu à Nice? On est revenu à Nice en 1955. Et c'est là, parce que le chalet que nous habitons, là, à Chamonix, il l'a fait construire en 1958. Il n'avait rien dans la vallée encore. Parce que comme on habitait l'Algérie, il n'était jamais là pour trouver quelque chose, etc. Il a fini par trouver un terrain et faire construire son chalet, mais ça n'a été qu'en 1958. Et après, il se partageait entre Nice, où il avait un appartement, et Chamonix, son chalet. Voilà, c'était ces 2 points de chute. Voilà. Mais c'était surtout Chamonix, qui était vraiment son... Oui. Puis alors, tout le monde le connaissait ici, donc même très âgé, il a gardé sa liberté jusqu'au bout, parce qu'il quittait le chalet, il allait déjeuner en ville, il s'attelle.
Les gens venaient lui dire bonjour à table. Il était toujours assez accueillant. Hein. Tous les gens qu'il rencontrait, très simple. Et je crois que son succès, qui a vraiment démarré avec Premier de Cordée, donc il était très jeune, il ne l'a jamais grisé. Pas du tout. Pas du tout. Et il est resté un homme très simple toute sa vie. On ne pouvait pas lui faire plus plaisir en lui offrant une soupe et un morceau de Beaufort. J'ai une question. Avez-vous marché dans les traces de votre père en tant que comme journaliste ou dans la montagne comme lui? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez suivi les traces de votre père en montagne? En montagne ou dans le journalisme? Non, pas du tout. J'ai fait de la montagne avec mon père, oui, j'en ai fait toute ma vie. Mais pas comme professionnel. Mais non, mais pas du tout professionnellement. Je vous dis, c'est ma nièce Béatrice qui est accompagnatrice, qui est à la compagnie des guides d'ailleurs. Elle a repris le flambeau. Qui a repris le flambeau. Mais bon, on va dire que tous les petits-enfants sont montagnards. Hein. Ils sont tous ça dans le sang, ils en font beaucoup. Et voilà. Oui. Non, moi j'ai beaucoup bougé, voyagé et suivi mon mari. Et eu 4 enfants accessoirement. Et 4 enfants accessoirement. Et 4 enfants. Et beaucoup de petits-enfants. Voilà. Est-ce qu'à l'instar de guides célèbres de la vallée, comme par exemple, je pense à Thérèse Lachenal, oui. Est-ce que votre papa avait lié une amitié particulière avec un guide, de sorte à faire avec lui des courses assez exceptionnelles, y compris des premières? Ouais. Est-ce qu'il avait établi ce genre de lien, ou est-ce qu'il était comme Rebuffa, un petit peu indépendant? Ils étaient plus jeunes que mon père. Oui. Ils étaient plus jeunes que mon père, donc oui, ils n'ont pas fait Cordée, oui, ils étaient amis. Est-ce qu'il en a connu d'autres? Oui, Armand Charlet, sa génération, Armand Charlet, dans les années... Voilà. Il a beaucoup couru avec ces guides-là. Avec Armand Charlet. C'est lui. Il a fait des premières avec Armand Charlet, oui. Dans les années 30. Voilà. Mais après, les guides dont vous parlez, donc il était très ami par analogie, hein. Avec eux, mais ils étaient plus de la même génération, oui. Si vous voulez, pour faire des premières, etc. La technique avait évolué, c'était plus du tout pareil. Hein. De toute façon, il était tout le temps en expédition. Oui, c'est vrai. Dans le Sahara, dans le Grand Nord, il voyageait beaucoup. Donc il a surtout fait sa carrière alpine, s'est plutôt déroulée jusqu'aux années 45. À peu près. Et après, il était plus... Il partait dans le monde entier, quoi. Par contre, pour répondre à votre question sur Thérèse Lachenal, il les connaissait très très bien, et il les admirait beaucoup. Et justement dans ce livre, on a choisi 2 textes qu'il a écrits sur le vif au moment de la mort de ces 2 grands alpinistes, Lachenal en crevasse et Thérèse dans l'escalade. Et il était très très affecté. Il a écrit directement le jour même dans les journaux divers ses impressions. Donc, il était concerné en fait par tous les guides, qu'ils soient vieux, jeunes. Il était très, très bienveillant avec les jeunes guides comme Christophe Profil ou des nouveaux talents émergents. Puis il a été président de la compagnie, il a fondé le syndicat international des guides de montagne avec d'autres, avec les Suisses et les Italiens. Il a eu un rôle très important, là il s'est engagé auprès des guides. Puis il a été le témoin d'une époque incroyable, parce que très longue, parce qu'à côté des Lachenal, Thérèse qui était plus jeune et qui a disparu assez rapidement, il pouvait... Puis alors il donnait quand même beaucoup de lui-même, parce que... Il a fait beaucoup de choses, il allait beaucoup dans les... Il était très sollicité, s'il avait le temps, dans son planning. Il allait beaucoup dans les écoles, pas forcément à Chamonix, vous voyez, il était demandé, il allait passer 2 heures dans une école pour parler avec les enfants, pour leur expliquer la montagne, et ça, il le faisait énormément. Hein. C'est comme pour les guides, c'était quand même... beaucoup. Pourquoi la compagnie des guides lui rend hommage aussi, c'est
il s'était beaucoup impliqué dans cette compagnie des guides de Chamonix qui était, moi je peux le dire, sa deuxième famille. Et qui empiétait parfois sur notre famille. C'était d'ailleurs le premier non chamonniard entre guillemets à être très. Je crois. Ouais. Ouais. Oui, c'est le premier. Hein. Oui, il y en avait un autre, mais qui avait utilisé une chamonnière. Ah. C'était pas pareil. C'était qui l'autre? Il a un nom, il était suisse-allemand, c'est le grand-père de Desmarquis. Un Suisse allemand. Il y avait un nom Voilà, allemand. il y avait une dérogation. Mais bon, c'est une autre histoire. Lui, voilà, il est arrivé parce que Ouais. sa femme n'était pas chamonnière non plus. Et oui. Donc, Votre maman n'était pas Pas du tout, chamonnière? non, mon grand-père était venu s'installer à Chamonix. Ah oui, ils avaient la fameuse brasserie des sports. des sports, toute la maison n'a pas était à changé. lui, voilà, toute la Juste, maison ouais. était à lui, etc. Celle qui a été sacrifiée. Et qui est toujours là. non, non. La brasserie des sports, Ah, c'est d'accord. qui est juste derrière. Ah, d'accord. Qui était la brasserie de la Poste à l'époque où Ah oui, Ça d'accord. s'appelait la brasserie de la Poste. c'était à côté de la Poste à ce moment-là. Oui, parce qu'il était aussi, il a aussi tenu Il a même tenu à il a bar. même tenu une brasserie pendant 5 ans. Disons Ouais. plutôt que c'est ma mère qui tenait la brasserie, je pense, et lui ramenait Ouais. les clients. Oui. Vous avez cité 2 romans dont vous avez retrouvé les personnages, les personnes réelles. Est-ce que c'est le cas de tous les romans donc de Frison Roche qui sont basés sur des histoires réelles ou des personnages réels? Complètement. Bon, là, dans les romans que j'ai cités, c'est des vallées que l'on connaît et où on peut nous-mêmes reconnaître les personnages, etc. Mais tous les autres romans, c'est tout issu de rencontres réelles, d'instants vécus. Je redis un peu ça pour certains qui l'ont peut-être déjà entendu, mais mon père écrivait, allait faire une expédition qui était montée par lui-même. Il avait pas de sponsor, il n'avait rien. Il partait soit avec Georges Terrasse, soit après avec Pierre Terrasse. Et ils montaient leur expédition et rentabilisaient ça après en conférence. Bon. C'était leur moyen de financer leur voyage. Et tout ce qu'ils vivaient, que ce soit donc dans le Sahara, au Canada, en Laponie, donc c'est des histoires vécues qu'il raconte. Il a rencontré des gens dont il raconte l'histoire parce que il a vécu la façon dont vivaient les gens. Quand il était au Sahara, il vivait avec les Touaregs. Donc il s'est vraiment imprégné de leur vie. Et après, son imagination a créé des, si vous voulez, le reste, le roman. Mais ça s'est toujours passé comme ça pour tous ces romans. Et alors, il y avait une maturation qui se faisait parce que il faisait son expédition. Après, bon, il faisait peut-être un petit article dans un journal. Et puis après, 6-7 ans après, le roman était prêt à venir et il écrivait son roman. Voilà, ça se passait et tout est toujours passé sur l'humain et les rencontres humaines qu'il a faites. C'était jamais juste du rêve ou de la beauté. Il y a toujours des pays magnifiques, mais c'était aussi beaucoup les gens qui l'intéressaient, les rencontrer. Mais qu'est-ce qui motivait ces choix de destination? Parce qu'il est parti dans le désert, après il partait chez les Indiens, après en Laponie. C'est comme des régions qui sont complètement différentes. Donc qu'est-ce qui motivait ces rencontres? C'était les rencontres. Chaque fois. En Laponie, par exemple, il a fait la grande migration avec les reines. En fait, c'était la fin d'une époque, en plus, qu'il vivait. Il a vécu la fin de plusieurs histoires qui sont dans le monde. Par exemple, les Inuits maintenant. Qu'est-ce qu'il y a chez les Inuits? Ils sont maintenant dans des... Ils sont sédentaires. Au Sahara, même, au Sahara, les Touaregs, allez, on les ramène on les groupe, on ne veut pas qu'ils restent tout seuls dans leur coin, c'est pareil. Mais pourquoi il partait dans ces régions-là? Il connaissait quelqu'un? Pour la Laponie, il est parti avec le fils de son éditeur. Son éditeur Benjamin Artaud, qui avait édité Promis de Cordée, et son fils Jacques Artaud.
est parti tourner un film sur C'est les lui qui a lapins. tourné. d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on parlait avec Martine de rencontre, parce que c'est pareil pour la première expédition Sarah, c'est parce qu'il a sympathisé avec quelqu'un. Ah d'accord, ok. Et pour répondre à votre question, Madame, Martine évoquait Les Montagnards de la nuit, qui est un de ses romans les plus extraordinaires. Dans Le Versant du Soleil, dans son autobiographie, il y a tout un chapitre très long où il remet les vrais personnages, où il re-raconte l'histoire, mais la vraie histoire avec les vrais noms, les vrais personnages. Donc, si D'accord. vous Pour ce roman-là ou pour tous les... Pour celui-là. en D'accord, tout cas, et pas celui- pour tous, quoi. c'est- Non, D'accord, ok. Non. Ok, mais c'est déjà... voilà, ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il a connu l'auteur des Derniers Rois de Tulé? L'auteur Des Derniers Rois de Tulé. Je m'annonce. Mallory. Il a dû le connaître, non? Je pense que oui. Je pense que Que oui. Mais moi, ouais. tout ça, j'étais quand même encore très jeune. Ouais. Parce que c'est son âge. Donc il a rencontré beaucoup de personnages, d'écrivains, de célèbres. Bon, il y en a plein que j'ai rencontrés grâce à lui. Il y a eu M. Darun Taziev, je me rappelle, qui venait à Chamonix d'ailleurs, hein, pour sa climatité à la montagne, Ouais. à l'altitude, je me rappelle. Donc, on avait passé une soirée extraordinaire à Albert Ier avec Darun Taziev qui nous racontait ses histoires. D'autres, dans un autre ordre d'idée, on connaissait très amis avec Samy Bell. Vous savez, tout le monde le connaît, qui a fait ses merveilleuses aquarelles. Paul-Émile Victor, ouais. Voilà. Donc il y avait plein de gens très célèbres qui passaient à la maison, mais on connaissait bien Rebuffat, sa femme, tous, mais c'était des amis. Pour nous, c'était pas des gens célèbres. Voilà. Vous voyez, c'était C'est normal, quoi. trouver ça normal. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de votre attention et puis on vous invite à boire un verre et on reste à votre disposition si vous avez encore des questions. Si vous voulez converser encore avec Martine qui nous a fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Madame.